Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous venons d'ouvrir la plateforme. Vous êtes déjà plus d'une centaine à être connectés. Donc, je suis Thierry Thomas Danguin, modérateur de cette session du webinar. Donc, théoriquement, vous devez m'entendre, mais vos micros sont coupés. Si vous avez des problèmes techniques, vous pouvez utiliser l'onglet chatter pour être en communication avec les organisateurs qui essaieront de vous dépanner, sachant que nous allons commencer à 10 heures pile. Donc, voilà, un petit temps d'attente. À tout à l'heure.
Bonjour à celles et ceux qui nous ont rejoints depuis quelques minutes. Donc, je suis Thierry Thomas Danguin, modérateur de ce workshop SFN. Bienvenue. Nous allons commencer à 10 heures, donc je vous demande encore quelques minutes de patience. Vos micros sont coupés, mais théoriquement, vous devez m'entendre. Si toutefois vous avez des difficultés techniques, vous pouvez joindre les organisateurs en utilisant l'onglet Chatter que vous devez voir apparaître sur votre interface. À tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Je vois qu'il est 10 heures. Nous allons pouvoir lancer notre première session de notre première web série, un workshop de la Société française de nutrition. Donc, je vous souhaite vraiment la bienvenue aujourd'hui pour découvrir avec nous ce nouveau mode de fonctionnement et cette nouvelle animation scientifique. Donc, ce premier workshop porte sur la question des édulcorants et la réduction du sucre. Ce workshop est organisé en partenariat avec l'ISA, l'International Sweeteners Association. Alors, je vais essayer de passer voilà, les diapositives. Donc, cette association, cette organisation internationale a but non lucratif, a des objectifs scientifiques et elle représente les fabricants et les utilisateurs d'édulcorants faibles en calories. Donc, parmi les activités de l'Association internationale des édulcorants, cela comporte l'information et la sensibilisation aux données nutritionnelles et scientifiques les plus récentes concernant le rôle et les bénéfices des édulcorants, mais c'est aussi encourager la recherche et contribuer à la compréhension du rôle des édulcorants dans l'adoption des régimes alimentaires équilibrés, notamment dans un contexte international marqué par les défis en matière de santé et par les efforts des autorités de santé publique visant à encourager la réduction du sucre et des calories par la reformulation.
Donc, pour plus d'informations sur l'ISA, nous vous invitons à vous connecter sur le site international, Internet, pardon, dont l'adresse est mise sur cette diapositive. Alors, la Société française de nutrition est une société savante, un lieu d'interface et de rencontre de toutes les disciplines liées à la nutrition. C'est la référence en nutrition avec une vision transdisciplinaire que nous vous invitons à découvrir sur son nouveau site internet dont vous avez l'adresse mentionnée sur cette diapositive. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir les nouveaux logins de ce site internet. Donc, la Société française de nutrition, la SFN, dont je suis la présidente, a pour mission de porter les échanges et autour de sujets importants de nutrition, d'actualité. Et pour pouvoir mener à bien ces missions, nous avons mis en place plusieurs outils. Le tout premier porte sur la newsletter. C'est une lettre d'information gratuite publiée tous les 2 mois et qui porte sur des articles fraîchement publiés dans la littérature et autour de sujets transdisciplinaires dans le domaine de l'alimentation, de la nutrition et de la santé. Nous organisons également, nous publions également les cahiers de nutrition et de diététique. C'est une revue pluridisciplinaire à l'image de la Société française de nutrition. Vous avez sur cette diapositive le lien vous permettant de vous connecter au site présentant le comité d'édition, mais aussi le contenu de ces cahiers de nutrition et de diététique, ainsi que les articles d'actualité récemment publiés dans d'autres revues de langue française. Nous organisons également des écoles scientifiques. La prochaine école aura lieu par voie digitale, le 10 et le 11 mars 2021. Elle portera sur le métabolisme énergétique dans tous ses états. Aux côtés des écoles scientifiques, nous organisons également des écoles cliniques qui ont lieu généralement à la rentrée scolaire vers le mois de septembre ou d'octobre. La 5e école clinique aura lieu les 30 septembre et 1er octobre. Pour l'instant, il est prévu que ce soit organisé également en digital. Et le thème portera sur les allergies alimentaires, mythes et réalités. Nous organisons en partenariat avec la Société française de nutrition clinique et métabolique, la SFNCM, les journées francophones de nutrition, qui j'espère cette année auront lieu en présentiel à Lille du 10 au 12 novembre 2021. Donc, pour rappel, en 2020, nous avons fait la première expérience digitale pour les JFN et ça a été un succès scientifique extraordinaire, mais néanmoins, nous espérons cette année pouvoir tous nous rencontrer en présentiel dans cette formidable ville qu'est Lille. Nous portons également l'organisation du Congrès mondial de nutrition qui aura lieu à Paris en 2025. Voilà, je veux passer la parole à Stéphane Chénaud qui va vous présenter Biofortis, avec qui nous avons le grand plaisir de travailler aujourd'hui. Nous avons un soutien extraordinaire de Biofortis pour la réalisation, la concrétisation de nos initiatives digitales. Nos écoles et nos workshops prennent vie grâce à ce soutien et nous les remercions chaleureusement. Stéphane, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Alors, on ne vous entend pas, Stéphane. Bonjour. Alors Stéphane a un petit problème de son, donc le temps que ça soit réglé,
Je vais me présenter. Donc, je suis Thierry Thomas Danguin. Je suis donc le modérateur de cette première session de la web-série sur les édulcorants. Je suis en fait directeur de recherche à INRAE. Je dirige des recherches sur la perception des aliments au travers des sens chimiques, donc olfaction, gustation et kinesthésie. Et je travaille au Centre des sciences du goût et de l'alimentation, situé à Dijon, où j'anime une équipe qui s'appelle FOP, pour Flavor Food Oral Processing and Perception. Et c'est une équipe qui s'intéresse aux mécanismes en bouche et aux mécanismes neurointégratifs à l'origine de la flaveur des aliments. Donc aujourd'hui, je serai votre modérateur. Quelques informations techniques. Donc vos micros sont fermés. Vous avez deux possibilités d'interaction. Une possibilité pour des problèmes techniques. Donc dans ce cas-là, vous utilisez l'onglet chatter qui vous met en relation avec les organisateurs de la web série et ils pourront essayer de régler les problèmes si vous en avez. Et autrement, vous avez un autre onglet qui est l'onglet questions, qui est réservé à vos questions que vous pouvez poser tout au long des 3 interventions que nous aurons aujourd'hui. Ces questions seront rassemblées de manière à abonder un échange qui aura lieu après les 3 présentations, donc à la fin de la web-série aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à poser vos questions via l'onglet questions pour que nous puissions avoir des échanges à la fin. Est-ce que Stéphane, vous avez retrouvé le son? Non, pas encore. Oui, c'est difficile de lire sur les lèvres. Votre gestuelle est bonne, on arrive à vous suivre, mais peut-être Béatrice, du coup, on peut enchaîner avec la présentation des 3 volets de la web série, en espérant que Je Stéphane. suis désolée Stéphane, je vais passer aux diapositives du programme en espérant qu'entre-temps vous arriverez à rétablir le son sur votre ordinateur. Donc la web série va se dérouler en 3 sessions. La première aujourd'hui, c'est 3 sessions thématiques. La première aujourd'hui porte sur l'histoire des édulcorants, le développement d'un marché, l'image dans la société. Le 16 février, la deuxième session, qui sera également modérée par Thierry Thomas Danguin, portera plus sur la physiologie du sucre, les aspects hédoniques du goût sucré. Et enfin, la troisième session, qui aura lieu le mardi 23 février, toujours sur les mêmes créneaux, 10h, 11h30, portera sur la physiologie des édulcorants, le comportement alimentaire, la gestion du poids et du risque de diabète. Alors, si vous n'êtes pas inscrit aux sessions des 16 et 23 février, vous avez toujours le temps de pouvoir vous inscrire. Nous sommes là pour gérer et le soutien de Biofortis nous aide à gérer vos inscriptions dans les jours à venir. Donc, je vais essayer de revenir en arrière. Est-ce que c'est possible? Pardon. Voilà. Pour donner la parole, Stéphane, est-ce que vous avez rétabli votre micro? J'ai une image figée. Ah non, voilà. Non. Non, ça Allô? fonctionne. Ah oui, Ah, Vous voilà. m'entendez? oui. Oui, nous vous entendons très bien, Stéphane. Bienvenue. C'est super. Je suis sincèrement désolé pour ces petits soucis techniques. Vous savez, complètement indépendant de ma volonté. Bonjour à toutes et à tous. Merci à la SFN pour ces initiatives et ce partage scientifique. Moi, je suis Stéphane Degnaud. Je suis responsable du business pour les études cliniques et analyses de biologie et microbiome de Biofortis. Je suis ingénieur biologiste de formation. 2 slides très rapides, ça dure 2 minutes, pour vous rappeler notre fierté à participer à cet événement. Hein. On est autour de la nutrition. Biofortis, c'est une compagnie qui appartient à l'Institut Mérieux, donc on est très fiers de ça, l'histoire pasteurienne qui va avec. On a une mission, hein, c'est de faire aller mieux les gens. Alors par la qualité et la sécurité alimentaire, c'est ce que fait la corporation Mérieux Nutricence.
par le monde du diagnostic, très impliqué, vous savez, en cette période de Covid avec Biomérieux, que à peu près tout le monde connaît, et puis Transgène qui est sur l'immunothérapie vaccinale. C'est un groupe de 18 000 personnes, indépendants, français, Alain et Alexandre Mérieux qui sont aux commandes, 3 millions de dollars. C'est juste pour dire que on est très investi depuis plusieurs années, voire plus d'un siècle là-dedans. Biofortis, c'est une compagnie qui, contrairement à Mérieux NutriScience teste les produits, la qualité, la sécurité des produits alimentaires, mais aussi d'autres. À Biofortis, nous ne testons pas les produits, on teste les effets des produits. C'est l'histoire clinique respectant les bonnes pratiques, évidemment en vigueur, les ICH, que nous pratiquons au quotidien. Donc, on est dans la prestation de services intellectuelle. On travaille beaucoup aussi avec les biomarqueurs historiquement et on a ajouté un pack microbiome. Donc, on a la chance d'avoir une plateforme de métagénomique ici, à Nantes. Et tout l'objectif, c'est de passer de la vie réelle, hein, des données de vie réelle, que ce soit l'humain, mais aussi pour les activités de Central Lab animale, jusqu'à de la data et valoriser la data. Donc, aller à la publication scientifique. Évidemment, on est à l'ISO 9001 pour la gestion de la qualité au sein de l'entreprise. Vous pouvez être la suivante. Moi, je suis à Nantes, l'équipe est à Nantes. On est à côté de Jean-Marie Barre, qu'on connaît bien. C'est pour Nantes et la France le quarter monde. On a des collègues aux USA, à Chicago, 5 qui sont dédiés au métier de la recherche clinique en nutrition. En Chine, un appui à Shanghai avec 5 personnes pour dérouler des terrains cliniques là-bas. Pour la France, nous avons le centre d'investigation clinique agréé par l'ARS ici, là, sous les pieds à Nantes, hein, Saint-Herblain, et on a ouvert un nouveau centre à Paris pour améliorer nos capacités de recrutement. C'est une société Biofortis créée en 2002. On a géré plus de 250 essais cliniques. On a 11 000 V0, comme on dit, donc on a reçu 11 000 volontaires et on attaque, si je puis dire, les champs du métabolisme, de la gastroentérologie principalement et bien d'autres, à la minéralisation osseuse, ostéopénie, j'en passe. Donc, on a différentes unités, l'unité clinique, 35 personnes, l'unité laboratoire microbiome, 15 personnes. Le support, et c'est important dans une compagnie comme nous, c'est comme un mécano qu'on a monté, on a mis les petits écrous anti-retour. Ça, c'est la qualité pour avoir un beau service. Et effectivement, on a une entité de 5 équivalents temps plein R&D, ce qui est pas très fréquent dans les sociétés de services. En fait, on pousse la science pour le microbiome, que ce soit en wet ou en bio-IT, pour sortir des solutions de demain. C'est bientôt 20 ans de patient centricité. On coordonne, on aide les centres investigateurs, on met en place aussi des collaborations avec des key opinion leaders dans des thématiques santé. Tout l'objectif, c'est d'aider l'avancement de la recherche, du développement plutôt, et toujours en compagnie de nos amis académiques. Je crois que c'est fini, je ne sais plus. Voilà, c'est tout. Si vous avez des questions, vous avez notre contact par Béatrice. En tout cas, ce n'est pas l'objet que de faire de la promotion de Biofortis, c'est juste de dire qu'on est fiers d'y participer. Voilà. Je vous dis une bonne journée et une bonne conférence à tous. Et au revoir. Prenez soin de vous. Merci beaucoup Stéphane. Voilà, vous avez prononcé les mêmes mots que je souhaitais prononcer. Nous sommes tous fiers d'être connectés aujourd'hui et de participer à cette web série. Et c'est l'heure maintenant de donner la parole à Thierry qui va modérer cette session et vous présenter les intervenants. Un grand merci à vous Thierry, Joris, Claude, mais aussi Pascal qui va nous rejoindre tout à l'heure. Je vous souhaite à tous une très bonne web session. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat et voilà, interagissez avec nous. Il y aura une discussion à la fin de la session. Voilà, je coupe mon micro et laisse maintenant la modération à Thierry. Merci Béatrice. Bienvenue à toutes et à tous sur ce premier volet de la web-série consacrée aux édulcorants et la réduction de sucre. Donc aujourd'hui, la thématique concerne l'histoire des édulcorants, le développement d'un marché et l'image dans la société. Donc nous allons avoir 3 intervenants, un petit changement dans l'ordre des présentations par rapport à ce que vous aviez sur le programme. Donc ça sera Joris Van Loco qui commencera, puis ce sera Claude Fischler
Et c'est Pascal Ebel qui sera la dernière intervenante pour aujourd'hui. Et après les 3 interventions, donc nous aurons un temps pendant lequel je poserai les questions que nous aurons synthétisées à nos 3 intervenants du jour. Donc justement, pour ces questions, vous avez la parole au travers de l'onglet « Questions » que vous trouvez sur votre interface. Donc n'hésitez pas, tout au long des interventions, à poser vos questions de manière à ce que nous puissions les rassembler, les sélectionner pour pouvoir les poser en fin de session. Donc, on va commencer tout de suite avec notre premier intervenant. Donc, notre premier intervenant est Joris Van Loco. Donc, bonjour Joris. Joris est directeur scientifique de l'Institut Sciences Anno, qui est l'Institut national de santé publique en Belgique. Donc, c'est un institut qui résulte de la fusion en 2018 du Centre d'études et de recherche vétérinaire et agrochimique et de l'Institut scientifique de santé publique. Donc, c'est une institution publique, l'Institut Sciences-Anno, qui assume des missions en matière de santé publique et animale, depuis le niveau fédéral jusqu'au niveau international. Donc, il y a 700 collaborateurs dont les activités concernent différents aspects comme la santé et l'environnement et la consommation et la sécurité alimentaire, qui constitue le cœur de l'expertise de Joris, donc qui va aujourd'hui nous parler de la consommation d'édulcorants en Belgique et dans certains autres pays européens. Donc Joris, je vous laisse la parole. Merci Thierry. Good morning everybody. I will do my presentation in English, but I do understand French, so if you have later questions during the discussion, you can ask them in French. Is this more convenient for you? So today I will talk about the dietary intake of sweeteners in Belgium and also in some other European countries. So I will give you first a brief introduction. Then I will give you the results of several studies, one in Belgium, one in Ireland, and one in Italy on the dietary intake of sweeteners. And then I will talk about the latest study we did about the dietary intake of stevia glycosides. So what are sweeteners? I will not go into detail of sweeteners. I assume that you all know what sweeteners are. But sweeteners are, and that is important, are authorized additives. So they all have an E number, but also they are authorized before authorization, they are evaluated by EFSA, and so they receive an acceptable daily intake or ADI. So what's a dietary intake assessment? Dietary intake assessment is an approach to assess the risk of a population on the intake of additives, but you can also use the same approach for the intake of nutrients or contaminants in food. So for this approach, you need the occurrence data or concentration data of the compounds in food. You have to have also the consumption data of these food items, and due to complex algorithms, you can estimate the exposure of your population. In general, you use a stepwise approach, which we call also a tiered approach, where a tier 3 is more accurate and precise than a tier 2. And these results, at the end, you can evaluate then the risk by comparing them with the health-based guidance values that has been established by EFSA. For example, you can evaluate whether or not your population exceeds the ADI. So a little bit more detail about this stepwise approach, this tiered approach. The tier 1 is a very rough approach. It's also called sometimes budget approach. And the tier 2 and tier 3 are approaches that are most often used in this kind of studies. So in the tier 2 for additives, we use the maximum permitted level of the additive and we combine that with the consumption data. And then we have also the tier 3, where we use the analytical data or the real occurrence data of the additive in the food, and that we combine then with the consumption data. Sometimes we do also intermediate refinement, which we called refined tier 2, where we adjust for the usage level of the additive in certain food groups or certain food items. So
our project methodology is quite common for all the studies that I will present here. So at first, we will look at market share data, and we will also realize a food label survey, both of the tabletop meters and also of the foods. And we go sometimes in supermarkets, but we also often look at databases, for example, the Mintel database, but also we have in our institute developed an ingredient database where we can have the data of the additive usage. Then we do sampling of the products on the market, and we also do lab analysis. But of course, this is only necessary if we want to do a tier 3 assessment. And then we do the intake assessment. We work also with the FAME model, the food additive intake model, which is a model that has been developed by EFSA. And then we do our refined tiered intake assessment with the tier 2, refined tier 2 or tier 3. So the first case is the intake of sweeteners by the Belgian population. So always the same approach: a food label survey, quantitative determination of the sweeteners in the foods. Then we did a food additive intake model intake assessment, and we did a kind of refined tier 2 where we combined the maximum permitted levels of the food with the food consumption data for the Belgian market. And then in the tier 3, we looked at the mean sweetener concentrations in the food with consumption data. It's already a little bit older study, so the data are already published in 2012, and also some data are from 2015. And when you look then to the results, first, when you look to the FAME results, what you can see is that there is a quite big overestimation sometimes when you look at the FAME intake data when you compare them with the tier 2 data. So sometimes you have quite a huge surprise. But for other sweeteners, like for example acetylcholine K of aspartame, the intake estimates from FAME are quite reasonable. When you look in general then to the results of that study, then you can see that there's no risk for the population. We are far away from the ADI. We are at max at 15% of the ADI for cyclamate, and that is for the high consumer population, or also called the P95 population. But for all the other populations, we are quite low, around 5-7% of the ADI. So there is quite a huge gap between the ADI and the intake. Then we go to the second case study, where we look at the intake of intense sweetener by the Italian population. Still the same approach: a market share study, a food label study, a quantitative analysis of the sweeteners, and then an intake assessment where we use this tier 2, this refined tier 2, and the tier 3. Also, these results have been published already in international journals. So this is a little bit our flow chart that we used in this study. It's a little bit small, the text, but that's not so problematic. I will go into detail also. So in the first, we did the food market share data and the food label survey. Then in the tier 2 and in the refined tier 2, we did not take into account the sweeteners authorized at quantum status, that are mostly the tabletop sweeteners. And then we did a tier 2 and a refined tier 2, and at the end a tier 3 intake study. So the first one, the tier 2, as I already explained, in the tier 2, you combine food consumption data with the maximum permitted level of the sweeteners for all 37 food categories in which these sweeteners are allowed. This gives you the results. You see that the results
are not so very high, a little bit higher than in Belgium, but most of the sweeteners certainly are below 50% of the ADI. So also there, the intake is relatively low. If you look then a little bit more into refined results, for example, if you look then to the refined tier 2, we have a step 2 where we exclude those food categories and food items where the sweetener did not occur in that food group. And then we did also a second refinement, a step 3. There we exclude the specific sweetener not occurrent in the ingredient list of the food product that we investigated. So these are then the results for the tier 2, step 2 and the step 3. And you also see that this refinement did not change a lot for most of the sweeteners. So the intake was roughly the same in all 3 steps, except for example, for neohesperidine dicalcone, where of course this was not used in Italy, so there it went to 0 because we did not find any products on the market with this sweetener on the labels, and the same for neotame and the salt of aspartame, acesulfame. So furthermore, we did then the tier 3, more refinement, where we analyzed the samples and we combined the real occurrence data with the consumption data. So if you look to the analytical results of this study, then we can conclude that in general we had relatively low concentrations, certainly if you compare them with the maximum permitted level. You can also see, and there are the results for the beverage, the drinks, that most drinks have 1 or more sweeteners in it. So we see also mixtures of sweeteners, binary mixtures, but also tertiary mixtures. So that explains also why the concentrations are relatively low when you compare them with the MPL. And if you then look to the results, then you see, of course, a big reduction in intake for most of the sweeteners, except for the cyclamates. And this can be explained because the sweetening power of cyclamate is relatively low. So you have to add a lot of cyclamate in your product to give them a sweet taste. And so most of the products for cyclamate are quite highly dosed, close to the maximum permitted level. And that explains also why that the tier 3 results are similar to the tier 2 estimates. But in general, if you look then to the risk for the population, and here you look at the high consumer, the P95, then you see that we are far away from the ADI, mostly 5–2%, and for cyclamate, which is the highest intake at 13.5% of the ADI. So in a third case study, we went to Ireland. And there we did the same approach, market share study, food label survey, analytical analysis of the foods, and then also refined tier assessment. Also, this data have been published already in international journal. The advantage of Ireland is that we had brand information available in the consumption survey. And so we could do some nice things with this brand information in the consumption survey, because when we have analytical concentration of the sweeteners for a specific brand, we could use them very specifically in the tier 3. And that you see here, we have 2 approaches in the tier 3, a tier 3A and a tier 3B. And in the A, we used, when we have brand concentration, we combined it with the brand consumption. But when we do not have a brand concentration data, we used the MPL.
while in the tier 3B, we used brand concentration data for the brands we have in our consumption survey. But when we do not have the brand in the consumption survey, we looked whether the products were used and sweeteners were used, and then we used the maximum permitted, the maximum concentrations, and that we combined with the sweeteners occurrence ratio. And for the brands that we did not analyze, there we used the MPL. You see here the results. This is of course for the very high consumer, P99, and in general you can see that also a tiered approach is more the refinement in the tiered approach you can see, and that of course the tier 3 is more accurate and also lower than the tier 2, except for two exceptions, which are aspartame and cyclamate. Aspartame can be explained by the fact that it's quite heavily used in Ireland. So a lot of products contain aspartame, but for cyclamate we see some very strange thing. First was the use of the quantum status. There we saw that the concentrations in the tabletop meters and also in some food supplements, but certainly for the quantum status in the tabletop meters, are much higher than our estimate that we used in the tier 2. Well, of course, in the tier 2, you use the concentrations at maximum permitted level. We saw that quite a few products, as most food supplements, I think we were above 75% of exceedance of the MLPL by a lot of food supplements, and also one drink exceeded the MPL. So there was also some negative effect by using maximum reported concentrations for some of the brand. So it could explain why we have this very strange behavior for the cyclamate. But in general, we can conclude that this using this brand information data in the tier 3B is a very nice thing, and that is tier 3B is a very refined assessment. For example, when you look at the approach we did, where we used the actual concentration values where possible, and the maximum reported concentration times the occurrence ratio, that for example for all sauces, which is a very large group and was consumed by most of the population, there we had to set to 0 for aspartame because aspartame was not found in any of the sauces we analyzed. And the same also for yogurts. For saccharin, we could set them to 0 because the occurrence ratio for this group was 0, so saccharin was also not found in yogurt samples. So this refinement was quite interesting to see in Ireland. Also, when you look at the analytical concentrations, there also you see that they were lower than the MLPL in general, and also most sweeteners combinations were binary, but there also were also some tertiary mixtures that were used in Ireland. Also, there was a big difference in food contribution when you compare Ireland to Italy. Of course, a more northern country and a southern member state of Europe. When you look to Acesulfam K, you can, for example, see that more than 1/4, so 28% of the contribution comes from cider and perry. Of course, this is a beverage that's mostly drunken in the Anglo-Saxon world, like in the UK and in Ireland, and yeah, in France, in Italy, it's not used at all. Also, when you look to aspartame, you see that, of course, the contribution is mostly gaseous flavored drinks in Ireland, but you see a lot of other contributions from other food groups, like from dairy products, solid food supplements, cider and perry, also quite important contribution, which is not seen in
Italy, where most comes from non-alcoholic beverages and tabletop sweeteners. And the same also for cyclamate. Also there you see the both contribution is the highest from tabletop sweeteners and also in Italy from tabletop sweeteners, but also non-alcoholic beverages are quite important in Italy. And last, sucralose, also there you see quite a difference in contribution from the different food groups, where in Ireland is mostly tabletop sweeteners, sauces and dairy products, and in Italy, non-alcoholic beverages and tabletop sweeteners. So then the last case I will discuss with you is the intake of steviol glycosides. It's a recent study, so we performed it in 2020, and there we also always the same approach, food label survey, analytical data used in the study. We used the FAME, we used the Tier 2 and the refined Tier 2 and the Tier 3. And the first thing we wanted to study also in this in our study is the impact of quantum satis. As you know, most tabletop sweeteners are authorized as quantum satis, and we assumed 12,000 milligrams steviol equivalents per kilogram of sweetener product. It seems that it was a good estimate for the powder form, but quite an important underestimate for the solid form. So it's not so easy to work in Tier 2 with the refined Tier 2. At the end, the contribution of tabletop sweeteners in Belgium is quite low, and so we did not see a large difference between these two the results. When you look, of course, then to the tiered results at Tier 2 and refined Tier 2, there we see that the most exposed population are the children, and that they are above the ADI. Here the ADI is wrong, I think it should be here. But also there the children are the most exposed food group and may exceed for the high consumer the ADI. Of course, when you look then to the Tier 3 data with real analytical concentration, here we used the mean analytical concentration, and here you see the max analytical concentration. So, and here for the mean, the highest intake is also for the children, but it's much lower because we are here at 1 milligram steviol equivalent per kilogram body weight. And when you compare it, of course, with the same in the Tier 2, there we are at 4 and a little bit for the children. And also when you look at the maximum analytical concentrations used in this Tier 3, then also you see that we are far away from the ADI, which is at 4 for the steviol glycosides. So here we are quite away from the ADI as established by EFSA. So Joris, we can conclude for this. Left. Okay, I will conclude, Thierry, yes. So we can conclude for this study that the exposure, even for the Tier 3, for the high consumers, is below the ADI. The children are the most exposed population, and that as general, the more refined, the lower your intake will be. And when you look specifically for the Tier 3, is that the maximum analytical concentration approach is much lower than the refined Tier 2. Also important, I did not show the result, but we have also results for brand loyal data. They were in between the results for the mean analytical concentration and the maximum analytical concentration. We also compared our results with the other member states, and we did that with the FAME tool from EFSA. Of course, you have to understand that FAME keeps quite conservative results, a little bit like the Tier 2. Here you see the mean estimated exposure, and they are all below
the ADI for all member states. And you see a little bit the same. For example, children is always the most exposed group, and that the high consumer may exceed when you do this quite conservative approach, the ADI. And some countries are much lower than other countries. For example, Italy is much lower than Sweden, but you have to be careful because direct country-to-country comparison is not easy in FAME because the methods of data collection can be different. So, and then to conclude, that we can conclude that intake of low-calorie sweeteners is not of concern in Europe, and certainly not in Belgium, Ireland, and Italy. The children are the most exposed populations, but that we see quite difference. We see difference in the EU on the type of sweeteners that are used in the countries. The use of sweeteners in food products can also be different. We see also a lot of combinations of sweeteners, and also that's different in countries. And we see, of course, a different consumption behavior, and it will give a difference in intake for each member state. So it's important to do this exercise for each member state if you want to have a good idea of the intake in your member state. And then we can also say that refinement in intake assessment is important, and that more refinement is necessary to give a good estimate. Sometimes you may exceed the IDE, while in reality it is not true. For this refinement, you have to take market share data, supermarket service, food databases, actual use levels, aggregation level of consumption data, brand consumption data, and brand loyalty into account. However, you have to be careful how you address the problem of the quantum status in the tier 2. Also, your assumptions about missing data, you should be careful with that. And also sometimes you can see strange things when a lot of products might exceed the MPL. So I would like to thank you, and also, of course, thank the people that fund the different products, and also all the collaborators to these projects. Okay, thank you. Thank you very much, Joris. Merci beaucoup pour votre présentation très riche. Donc, je vous rappelle à toutes et à tous que vous pouvez poser vos questions en utilisant l'onglet Questions qui est disponible sur votre interface. Et sans plus attendre, nous allons passer à notre second intervenant qui est Claude Fischler. Donc, Claude Fischler est sociologue, anthropologue et historien, spécialiste de l'alimentation humaine. Il étudie depuis plus de 50 ans l'alimentation comme un prisme pour comprendre l'Homo sapiens. Donc, il a mené une carrière au CNRS en tant que directeur de recherche, directeur du centre Edgar Morin, dépendant de l'école des hautes études en sciences sociales, mais aussi directeur de l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain, dont il est le cofondateur. Donc, il a été distingué par plusieurs prix pour ses travaux, dont le prix Benjamin Delessert, le prix de l'Académie des sciences morales et politiques, ou encore le prix Lange-Ceretto. Il a dirigé et publié des ouvrages de référence, parmi lesquels L'Omnivore ou le très actuel Les alimentations particulières, mangerons-nous encore ensemble demain, aux éditions Odile Jacob. Donc aujourd'hui, Claude nous parle de l'image des édulcorants dans la société. Et Claude, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je mets ma caméra peut-être. Voilà. Depuis plus de 50 ans, il ne faut quand même pas exagérer. Je ne sais pas d'où vient votre bio, mais en tout cas, merci pour cette présentation. Je voudrais dire que on va changer de registre complètement. Et pour commencer, mettre tout de suite, si j'ose dire, les pieds dans le plat, si on me demande de parler de la perception publique, l'image dans le public des édulcorants en question, je peux vous citer un verbatim, comme nous disons dans les études qualitatives, recueilli il y a exactement 2 jours auprès d'un jeune homme de 31 ans, cofondateur d'une start-up dans la restauration à domicile. Et sa réaction au mot édulcorant, c'est la suivante. C'est de la chimie, non? Pas très rassurant, tous ces noms. Ça donne pas trop envie d'en consommer, en tout cas.
je crois qu'il faut aborder la question de façon assez générale, parce que ce que nous pouvons en retirer, ce sont des informations ou des éléments de compréhension qui sont, je crois, pertinents pour beaucoup plus que juste les édulcorants, mais pour une bonne partie des produits alimentaires transformés par l'industrie et des produits alimentaires en général dans l'alimentation contemporaine. Donc les édulcorants, ça nous oblige à parler de la saveur sucrée. La saveur sucrée, elle a une histoire naturelle, qui n'est pas vraiment de mon ressort, mais enfin, la saveur sucrée signale apparemment inné de calories rapidement disponibles, de substances de nutriments très importants pour le cerveau. Elle a aussi une histoire tout court qui est attachée, et c'est ça qui est très important, à la substance qu'il apporte. La saveur et la substance, c'est le titre que j'ai donné à mon exposé. Et en fait, il y a tout le problème des rapports entre la substance ou l'aliment, si vous voulez, et la saveur. Alors, cette histoire de la saveur sucrée, elle est liée à l'histoire du sucre. Il faudrait parler du miel avant. Les chasseurs-cueilleurs sont très friands du miel qu'ils peuvent rencontrer dans leur chasse. Mais dans le monde occidental, européen, disons, ça commence relativement tardivement, le sucre proprement dit. C'est très rare, c'est bon, pas avant le XIe ou le XIIe siècle. C'est une épice, c'est-à-dire que c'est à la fois un condiment, un ingrédient, et puis un remède, d'ailleurs vendu par les apothicaires, qui sont les ancêtres à la fois des épiciers et des pharmaciens. C'est un produit qui est extrêmement valorisé dans un premier temps, et puis vers le XVIe, XVIIe siècle, il y a un virage qui est lié, il faut bien le constater, à des questions religieuses dans l'Europe de l'époque, puisqu'on va voir d'un côté les pays de tradition catholique porteurs d'une médecine post-hippocratique, une médecine des humeurs qui attache les causes de la maladie à des mécanismes internes, à l'équilibre interne du corps et de l'organisme, versus une conception nouvelle liée aux travaux de Paracels, qui est une médecine dite chimique, qui, elle, va chercher des causes à l'extérieur des organismes. Paracels est connu pour avoir produit une théorie sur les maladies des mineurs en Pologne. Et d'une certaine manière, bien que de façon très lointaine, il anticipe l'évolution vers la médecine contemporaine. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que ce produit alimentaire, ce produit qui était à la fois médecine et aliment et qui était considéré comme très, très, très précieux, commence à être mis en cause du côté paracelsien, protestant, en particulier en Angleterre, de façon très, très violente. Et on l'accuse bientôt, dans une citation qui est souvent invoquée, de cacher sous sa blancheur une grande noirceur. Et on voit au fil du temps, là je fais du saut par-dessus à pieds joints par-dessus les siècles, on voit à travers le temps que cette perception négative, toujours connotée moralement, comme un jugement lié d'ailleurs au plaisir dont la saveur est porteuse, on voit cette hostilité au sucre et à sa saveur s'ancrer beaucoup plus clairement, nettement et violemment dans les pays anglophones ou de tradition protestante du nord de l'Europe ou vers l'ouest. Bon, cette espèce de panorama historique très très rapide m'incite à réfléchir d'un peu plus près sur ce que signifie cette séparation entre la saveur et la substance quand on commence à rentrer dans le domaine des édulcorants, que je n'ose pas appeler de synthèse, mais on les appelait de synthèse à une certaine époque, les édulcorants, disons, non caloriques ou non nutritifs.
il faut donc s'interroger d'une façon plus générale sur ce que nous savons des représentations en la matière. Je vais partir de l'anthropologie. Les anthropologues avaient identifié dès le 19e siècle ce qu'ils appelaient une pensée magique, qu'ils attribuaient exclusivement aux populations dites à l'époque, celles qu'on appelait à l'époque les sauvages, c'est-à-dire en gros dans les territoires colonisés, les entre guillemets encore primitifs avaient une pensée primitive qu'on appelait la pensée magique, qui se caractérisait par des principes fondamentaux et apparemment toujours retrouvés, la croyance dans la contagion entre deux substances, une pure, une impure, etc. Once in contact, always in contact. Et puis, d'autre part, l'idée que l'image égale l'objet, c'est-à-dire que si j'ai une statuette et que je lui administre des traitements hostiles, comme on le fait dans Tintin et dans les récits de magie noire des explorateurs, ou dans les observations de certains ethnologues, bien l'image égale l'objet, la souffrance déterminée chez la personne représentée est réelle, est perçue. Bon, cette pensée magique, quel rapport a-t-elle avec nos affaires? Eh bien, très clairement, la façon la plus efficace, disons, d'exercer ce mécanisme magique, le contact le plus étroit qu'on peut avoir, c'est l'absorption d'un aliment. Donc, je suis ce que je mange, c'est par la nourriture que va passer le plus fortement la pensée, les mécanismes magiques. Bon, cette première phase anthropologique, et une deuxième phase lui succède, c'est une phase de psychologie sociale et cognitive. Alors, par exemple, Paul Rozin, qui est un grand chercheur américain, si on est dans la nutrition, il faut connaître les travaux de Paul Rozin, d'autant plus que certains sont en association avec votre serviteur. Les travaux de Paul Rozin sur la pensée magique montrent très bien l'actualité de ces mécanismes et le fait qu'ils ne concernent nullement, évidemment, exclusivement les sauvages des anthropologues archaïques, des pères fondateurs. Mais il s'agit d'une couche présente chez chacun de nous, mais plus ou moins réprimée, contrôlée, maîtrisée en fonction de tas de paramètres sociaux et culturels. Par exemple, dans un travail assez intéressant, je crois, Rozin montre qu'il y a une façon de concevoir comment un objet, un produit peut être considéré naturel ou pas naturel. Et là, nous sommes au cœur de notre sujet, en dépit du fait que vous n'avez peut-être pas la même impression que moi. Ben, en quoi les édulcorants sont-ils concernés par cette question? Eh bien, prenez l'exemple de l'eau. Voilà. Donc, Rozin interroge des sujets dans une enquête assez importante et il leur demande, voilà, une fontaine, une source à proximité de chez vous, voulez-vous m'indiquer le pourcentage de naturalité de cette source? 95, 99%, etc. Maintenant, imaginez que j'ai besoin, pour mettre à la disposition du public cette eau, à 95 ou 99% naturelle, j'ai besoin de lui ajouter une substance infinitésimale, insipide, incolore, indétectable, sans aucun effet sur l'organisme. Quel est maintenant le pourcentage de naturalité? Le pourcentage chute massivement, il descend en dessous des 50%, etc. Troisième étape, supposons que cette substance que j'ai rajoutée, je suis maintenant en mesure de la retirer pour essayer de voir ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la naturalité remonte-t-elle? Elle ne remonte pas dans la tête des sujets. Elle est au contraire en chute libre encore. Ce que démontre cette expérience en pensée, bonjour Pascal, c'est que l'addition
montre que, versus la soustraction, pardon, j'ai été troublé par l'apparition soudaine de Pascal à mes côtés, montre que c'est le processus et non la substance qui produit une dénaturation plus efficace du produit. Donc, quand vous ajoutez quelque chose, ça transforme plus que quand vous retirez. Mais quand vous retirez, ça transforme aussi parce que chez les consommateurs, on sait depuis longtemps que le sucre, plus il est raffiné, et moins il est considéré naturel. Donc, maintenant, pourquoi est-ce que je soulève cette question de la naturalité? Parce que, évidemment, depuis qu'on regarde la perception des produits alimentaires transformés par l'industrie, on voit qu'il existe ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un biais cognitif, si on parle dans le langage de la psychologie cognitive. Bon, je suis un peu réticent à employer le terme de biais parce qu'il y a une historicité de l'affaire et les biais cognitifs en général sont liés au fonctionnement fondamental, à l'organisation même du système nerveux central ou du système cognitif. Donc, il y a au moins une plasticité ou une labilité du phénomène. Mais disons qu'il y ait un biais cognitif, c'est quelque chose qu'on peut représenter analogiquement par les illusions d'optique. Voilà, vous voyez quelque chose qui vous paraît par exemple comme la fameuse arche sur la rivière, sur le fleuve à Saint-Louis, Missouri, et qui a l'air plus haute que large et qui en réalité est exactement aussi haute que large. Voilà, c'est une perception qui est fausse, on peut en prendre conscience rationnellement, etc. Voilà. Bon, on peut se dire que la perception de la supériorité naturelle du naturel, la perception de la supériorité naturelle du naturel relève un petit peu de la même famille, disons, de représentation. Donc, je vous ai expliqué comment soustraire, ajouter, etc. Produisait des résultats différents, mais je voudrais maintenant vous montrer, avec que données maintenant qui datent de quelques années, à quel point l'opposé du naturel, c'est-à-dire processed en anglais et chimique en français, ça varie suivant les langues, hein, c'est ce qui est transformé, ce qui est processed, vient toujours quand on demande à un échantillon quelconque de donner sa définition, comme nous l'avons fait, donner sa définition du naturel. Il n'y a pas de définition positive, il n'y a que des définitions négatives. Tout ce qui n'a pas été traité, transformé, etc., tout ce qui a été prélevé intact dans la nature, c'est la seule dimension un peu positive. En 2011, j'ai participé à un eurobaromètre sur les perceptions du risque alimentaire, les inquiétudes que pouvait avoir un échantillon de 32 000 personnes dans les 27 États membres. Et de façon tout à fait inhabituelle, nous avons obtenu qu'on puisse intégrer une question ouverte. Et la question ouverte, c'était « dites-nous ce qui vous vient à l'esprit quand on vous demande de penser à ce qui pourrait être problématique ou risqué dans les aliments et l'alimentation. » Et comme vous voyez là, encore on n'a pas fait tous les regroupements comme il faudrait, non, vous voyez ou vous ne voyez pas, c'est très petit. Ce qui vient en premier avec 19%, c'est chemicals, les produits chimiques, les pesticides, les substances toxiques. Ensuite, à un niveau moindre, les risques biologiques. Ensuite, on voit de nouveau des additifs, les colorants et les conservateurs. Et puis, il y a des références explicites au fait que c'est food is not natural, la nourriture n'est pas naturelle, elle est industrielle, elle est artificielle. Il y a quand même 6% de l'échantillon qui dit ça spontanément. Donc, si vous assemblez tout ça, vous voyez que, ben oui, les produits chimiques, le non naturel, le synthétique, appelez-le comme vous voulez, le transformé, c'est la source il y a 10 ans, de soucis. Je peux tout de suite vous dire que rien ne vient, bien entendu, dans les données plus récentes, démentir ou atténuer ce type d'attitude.
Alors, il reste à savoir si le Covid va changer les choses, va peut-être faire remonter le risque biologique dans les soucis des gens, mais la question, l'opposition fondamentale, naturelle, artificielle, naturelle, chimique, reste le principal principe organisateur qui structure cette façon de voir les choses. Alors, les produits dont nous parlons aujourd'hui sont des E quelque chose, et les E quelque chose incarnent superlativement l'identité du produit processed ou du produit de l'additif, qui est quelque chose qui s'ajoute à l'alimentation, mais ne procède pas soi-même de l'alimentation. C'est ça aussi les produits chimiques. Donc, en se séparant de sa substance, la saveur sucrée a pris un statut qui est, par essence, si j'ose dire, problématique. C'est pas récent, parce que je vous donne des données qui ont 10 ans, mais on peut remonter aux années 30, on peut remonter à la fin du 19e siècle, et on voit que c'est une thématique qui est absolument constante. Et de façon tout à fait récente, un parlementaire a revitalisé, a fait revivre un phénomène des années 70, donc il y a plus de 40 ans, le tract de Villejuif, qui faisait la liste de produits E quelque chose, qui, quoique étant autorisés notamment, était réputé, d'après le tract en question, attribué à l'hôpital de Villejuif, était réputé cancérigène ou toxique. Malgré tous les démentis qui ont pu avoir lieu pendant 40 ans, on a eu quand même un parlementaire, certainement bien intentionné, qui est venu produire ce document ou un dérivé de ce document plus récent, parce qu'il s'est reproduit constamment au fil des décennies, sur un plateau de télévision et expliquer que, voilà, il était scandaleux qu'on puisse aujourd'hui encore... Alors, il a été épinglé par les sites Internet qui se chargent de débusquer les fake news en matière en général, et il a un peu à regret accepté, il n'a pas mangé son chapeau, il a accepté de reconnaître que le E330, acide citrique, n'était pas particulièrement nocif. Bon, je crois que j'ai bien traité la question du chimique et la question de ce que j'appelle le syndrome Ramazzini, du nom de l'Institut. Je vois apparaître Thierry qui m'indique donc, d'après nos accords, que 15 minutes sont passées. C'est ça, Thierry? Merci. Donc, ça va, je tiens le bon bout. Du nom d'un... Donc, la Fondation Ramazzini, en souvenir d'un médecin italien du XVIIIe siècle, avait publié des données qui ont été radicalement remises en cause par la suite sur la toxicité de l'aspartame. Mais ce qui est intéressant dans le syndrome Ramazzini, si j'ose dire, c'est que ce qui est reproché finalement aux édulcorants, c'est de n'être que l'ombre, les ombres du sucre. C'est le terme qui revenait de temps en temps. C'est la question de la mise en cause de la validité de faire quelque chose qui consiste à ne produire que la saveur, et la saveur sans la substance, la saveur étant d'une certaine manière perçue comme l'essence du produit, mais cette essence en soi, toute seule, elle ne peut pas se balader comme ça, in thin air, comme on dirait en anglais. Elle a besoin d'une substance à laquelle se rattacher pour être réelle. Alors, ce qui ressort finalement de tout ce que je vous dis depuis plusieurs minutes maintenant, c'est que c'est la question de la transformation qui est au cœur du problème. Et ce qui est absolument fascinant dans la période récente, c'est l'émergence finalement avec un statut scientifique, donc dans la communauté scientifique, de tentatives, de validation, d'éclaircissement, etc. D'ailleurs tout à fait illégitime, on peut le dire, des effets de la transformation ou de la surtransformation, puisqu'il faut définir ce qu'on entend par le statut ultra transformé pour un produit alimentaire. Donc, ce que Carlos Monteiro
au Brésil a initiée, c'est cette nouvelle classification, la classification NOVA des aliments, qui considère qu'il s'agit d'évaluer ou de mesurer le caractère ultra transformé des produits alimentaires et leur lien avec, bon, vous connaissez ce sujet beaucoup mieux que moi à la Société française de nutrition, et je voudrais présenter cette dernière diapositive. Finalement, c'est une étude bibliométrique qui est récente. Je ne peux pas vous la faire plus récente puisqu'elle date du 22 ou du 23 janvier, du 27 exactement, encore mieux, mise à jour le 27 par Yvette Soustre, et qui montre l'ascension très très rapide de publications sur les aliments ultra transformés, parmi lesquels figurent, bien entendu, à moins que je ne me trompe, peut-être que ça n'est pas au même degré pour tous les... Par exemple, je ne sais pas si les dérivés de la stevia ont un statut différent d'autres produits, mais quoi qu'il en soit, nous voyons bien que la mise en cause des produits transformés n'est pas près d'être remise en cause, si j'ose dire. Et ce que nous voyons aussi, c'est que dans les affaires de rationalité, il est quand même intéressant qu'après avoir taxé d'irrationalité les croyances ou les représentations ou les façons de penser du public, la communauté scientifique ou une partie de cette communauté scientifique se met elle-même à la considérer de très très près, à cette façon de voir. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Claude, pour cette présentation très, très intéressante. Je vous propose du coup de passer à notre dernière intervenante, qui est Pascale Ebel, qui va nous parler de la consommation d'édulcorants et de sucre en France. Pascale est économiste spécialisée dans l'anticipation du comportement des consommateurs. Avant de devenir directrice du pôle consommation et entreprise et déléguée aux actions extérieures du CREDOC, elle était directrice du pôle marketing et consommation du Bureau d'information et de prévention économique. Donc, son expertise concerne les comportements alimentaires, notamment dans le contexte de la prévention nutrition santé. Elle est d'ailleurs, si je ne me trompe pas, porte-parole de l'enquête INCA. Ses travaux et son action lui ont valu d'être distingué des titres de chevalier de l'Ordre national du mérite et d'officier du mérite national agricole. Elle a publié plusieurs ouvrages, dont La révolte des moutons, Les consommateurs au pouvoir, aux éditions Autrement. Donc Pascale nous parle donc aujourd'hui de la consommation des édulcorants en France et comparativement au sucre. Pascale, je vous laisse la parole. Donc, bonjour à tous. L'idée, c'est en effet que je vous donne des éléments qui ont été calculés sur la France, sur la consommation d'aspartame, ce qui n'était pas facile, et je vais vous montrer comment on l'a fait, et de vous donner des éléments comparatifs en niveau de consommation par rapport aux glucides simples et aux différents sucres. Alors, je veux bien qu'on me laisse la main sur la présentation. Donc, simplement, dans nos enquêtes, en effet, au CREDOC, on a réalisé la première enquête INCA, donc sur une façon de mesurer les choses. Je veux bien la diapositive d'après, qui me passe les diapos. Est-ce que quelqu'un peut me mettre la diapositive? Je ne peux pas, vous ne m'avez pas donné la main sur le passage des diapositives, s'il vous plaît. Donc la façon de mesurer les choses, c'est de... Oh, je ne sais pas ce qui se passe, mais les diapositives ne passent pas dans l'ordre. Est-ce que je peux avoir la troisième diapositive, s'il vous plaît? Merci. Merci. Donc, ce qu'on a comme système d'enquête, c'est de mettre en place une façon de mesurer les choses sur 7 jours, et on a maintenu depuis 1999, donc ça fait 30 ans d'historique avec exactement la même façon de regarder les choses, donc sur la consommation de sucre et sur les édulcorants. On a pu faire l'exercice sur la vague de 2013. Donc, les échantillons sont à peu près les mêmes depuis 30 ans. On a 2400 adultes et 1000
enfants à qui on demande de remplir pendant une semaine tout ce qu'ils consomment à domicile, hors domicile, avec la méthode des carnets alimentaires. Et donc, ce qu'on voit sur la diapositive suivante, c'est la façon de mesurer les choses. Bon, c'est une diapositive d'avant, s'il vous plaît. Merci. Donc, ce qu'on a sur cette façon de mesurer les choses, c'est que toutes les quantités sont mesurées à partir des photos Suivimax. Et donc, on a une version online qui est présentée ici. Et donc, on connaît tout le contexte de consommation. On sait si on est à domicile, hors domicile. Et ici, l'exemple de la photo, c'est sur une consommation de pizza. Et on a chacun inscrit la quantité qu'il a consommée. On peut mettre plusieurs portions. Donc, dans l'étude qui avait été commanditée par l'ISA, ça a été d'essayer de mesurer pour la première fois sur les données françaises, d'essayer d'estimer les quantités ingérées d'aspartame, donc dans tous les ingrédients qui donnent ce goût sucré dont vient de vous parler Claude Fischler. On a la saccharine qui donne un goût qui est 300 fois plus élevé que les sucres classiques, et l'aspartame, qui est l'édulcorant qui est le plus consommé, et sur lesquels on a fait l'exercice. Donc, la façon de faire les choses, ça a été d'établir en fait des compositions sur les aliments classiques et d'essayer de mesurer les ingestions d'aspartame. Et pour ça, on avait toute une nomenclature qui est celle du SQUAL. Et on a, grâce à l'aide de tous les industriels, pu apporter les compositions réelles des différents aliments. Et donc, la liste des aliments qui contiennent aspartame sont les suivants: les chewing-gums, les nectars, les édulcorants de table, les produits laitiers ultra frais, les produits sucrés et les sodas. Donc, on a fait des tables de composition, je ne vais pas rentrer dans les détails, et puis on a pu regarder la réalité des consommations. Alors, avant de regarder ça, dans nos enquêtes, on a aussi en parallèle, les mêmes individus nous remplissent des questions sur ce qu'ils évitent et donc leur représentation des différents aliments. Et ce qu'on a pu observer, c'est que autant le sucre n'était pas un aliment qui était fortement rejeté il y a une dizaine d'années, il y a vraiment une accélération, et là on a même un point pendant la Covid. La question qui est posée, c'est quels sont les deux éléments nutritionnels que vous essayez d'éviter ou de ne pas trop consommer. Et en ce moment, on a vraiment une inversion. C'est comme l'a dit Claude Fischler tout à l'heure, on était sur toute une période où on essayait d'éviter les acides gras. Mais là, c'est l'inverse. Ici, c'est l'évolution entre 2018 et 2020. Le premier produit cité en termes d'éléments à éviter, c'est le sucre. On est à 42% de Français qui vous disent qu'ils veulent éviter le sucre. On n'était que à 33% en 2018. Donc, c'est vraiment une accélération qui est très, très forte. Et vous voyez que les acides gras sucrés, en parallèle, ça diminue. Donc, il y a vraiment un courant qui revient sur l'évitement de cette partie goût sucré. Donc, sur la réalité des consommations, eh bien, si je prends la population des 3 ans et plus, en 2013, on n'a que 18,7% des individus qui ont pris dans une semaine de l'aspartame sous quelque forme que ce soit, en édulcorant de table ou dans les aliments qui étaient cités tout à l'heure. Si je regarde quels sont les niveaux de consommation selon les cibles, la partie de la population qui en consomme le plus, c'est plutôt des femmes, qui sont 24% à consommer, contre 19 dans la population totale, et c'est plutôt chez les 25-44 ans où on est à 26%. Donc la partie de la population qui en consommerait le plus est que 26% chez les femmes de 25 à 44 ans. Sur les niveaux d'ingestion, les milligrammes ingérés par jour, c'est 60 milligrammes par jour. Donc évidemment, c'est beaucoup, beaucoup moins que des glucides simples. On verra tout à l'heure, c'est 1000 fois moins que des glucides simples. Donc la population des 3 ans et plus, c'est 60 mg. Et selon les catégories de population, on peut atteindre chez les plus jeunes, chez les 15-24 ans, 71 mg par jour. Et on voit que les femmes en consomment un tout petit peu plus que les hommes. Quand on essaye donc de regarder sur d'autres populations, on voit que on va par rapport au DJA, aux doses journalières admissibles, on n'est qu'à un niveau d'atteinte de cette DJA qui est seulement en moyenne sur la population française de 2,4%. Donc il y a vraiment une consommation qui est très très faible sur cette population française, puisqu'on n'est qu'à 2,4%.
Et si je regarde dans mon échantillon, si on obtient des gens qui dépassent cette DGA, évidemment, il n'y en a aucun enfant, aucun adulte, parmi nos 3000 individus qui ont été interrogés qui dépassent cette DGA. Et celui qui est le plus grand consommateur, il n'est qu'à 35% de cette DGA. Donc il y a pour l'instant, en tous les cas en 2013, mais dans les données d'aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas une hausse de la part de ces produits avec édulcorants qui sont consommés, puisque comme il y a eu beaucoup de courants anti-édulcorants, comme ça a été dit, eh bien, on est plutôt à une stabilité de la part des produits qui sont édulcorés dans l'alimentation des Français. Maintenant, si je regarde les profils sur qui va être le plus proche de la DGA, on est donc à 2,4%. On a certains profils chez les enfants, il n'y a aucun profil qui se différencie. Et chez les adultes, c'est toujours les mêmes populations. Il n'y a aucun autre critère que le fait d'être plutôt un peu plus jeune et plutôt d'être une femme qu'un homme pour être les plus gros consommateurs. Si je regarde maintenant la consommation de sucre, alors sur le sucre, on utilise ces données de façon plus récurrente que sur l'aspartame. On a une composition de glucides simples qui sont dans toutes les enquêtes avec les tables du SIQUAL. Et donc là, je vous livre les derniers résultats. La dernière enquête qui s'est faite sur les comportements alimentaires en France, c'est l'enquête de 2019. Et donc dans les évolutions, ici, c'est l'ensemble des glucides chez les 3-14 ans et chez les adultes, 15 ans et plus. Le total glucide n'a pas tendance à progresser, il a même plutôt un peu diminué, vous voyez, chez les enfants entre 2010 et 2013, et ensuite ça s'est stabilisé. Chez les adultes, ça a diminué aussi en 2013-2016, c'est une période où on avait plutôt une mise en place de frugalité alimentaire. Ça réaugmente un petit peu chez les adultes, mais par contre, sur les glucides simples, on voit qu'il y a une petite hausse depuis deux vagues, une hausse de 14% en 2019 par rapport à 2016 et une hausse de 10% entre 2013 et 2017. Donc les quantités de glucides simples, malgré le fait que les sucres aient une très très mauvaise image qui se dégrade, sont plutôt en hausse. Et on peut imaginer qu'avec la Covid, on ait une hausse de ces glucides simples, puisqu'on a une hausse de l'obésité de 3% en 2020 par rapport à 2 ans auparavant, et des comportements où on mange de plus en plus de produits gourmands en raison de l'anxiété. Si je regarde maintenant les apports, la contribution des glucides simples aux AESA, aux apports, c'est vrai que c'est une petite augmentation des glucides simples. Donc on a eu une période où on en consommait moins et aujourd'hui on en consomme un peu plus. Pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un battage un peu de plus en plus négatif sur le sucre et les édulcorants depuis une dizaine d'années. Ce n'était pas le cas il y a 15 ans, c'était plutôt les acides gras saturés qui étaient fortement combattus. Aujourd'hui, on est plutôt sur du sucre que les gens voudraient éviter, mais on a plutôt une hausse ces dernières années. La consommation d'aspartame en France est à un niveau très très faible, puisqu'on a que 19% des 3 ans et plus qui en consomment au moins un sur une semaine, avec une quantité consommée de 60 mg, qui est 1000 fois moins que la quantité de glucides simples. La consommation de glucides simples augmente, et donc il y a eu beaucoup de publications sur ça, sur les suivis des recommandations. Aujourd'hui, on a une recommandation ANSES qui vient d'être mise en place, et c'est sur les enfants. Plus on est un enfant jeune, plus la proportion des enfants qui ne respectent pas les recommandations, que ce soit celle de l'OMS ou que ce soit celle de l'ANSES, plus on a une proportion importante, puisqu'on a simplement 13% des 3-17 ans qui respectent le seuil d'être en dessous des 10% des apports énergétiques totaux en sucre libre. Chez les adultes, on a moins de difficultés à atteindre les recommandations, puisque c'est à peu près la moitié qui respecte la recommandation OMS. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Pascal. Nous avons maintenant du temps pour la discussion. Donc, nous avons quelques questions qui sont arrivées pour les différents orateurs. Donc, n'hésitez pas à continuer à poursuivre vos questions en utilisant l'onglet questions de votre interface.
Donc, je vois que les orateurs allument leur caméra. Claude, si vous pouvez aussi rallumer votre caméra. Voilà, parfait, merci beaucoup. Donc, bon, il y a des différentes questions plus spécifiques pour certains d'entre vous, d'autres plus générales. On va peut-être commencer par une question un peu plus générale qui concerne, je pense, essentiellement l'intervention de Pascal et de Claude. La question est, avez-vous une idée de l'image des édulcorants qui sont labellisés d'origine naturelle chez les consommateurs? Pascal, vous avez parlé effectivement de l'aspartame qui ne va pas vraiment tomber dans cette catégorie-là, mais est-ce que vous avez une idée par rapport à l'évolution des consommations de quelle pourrait être l'image de ces édulcorants? Alors, on vous parlait de la stevia, oui, qui est arrivée sur le marché il y a une dizaine d'années. Enfin, je pense que Claude répondra, mais c'est vrai que elle est dans la catégorie des produits à image non naturelle, hein, même si c'est des édulcorants qui sont issus de végétaux. Donc, tout ce qui est ajouté n'a pas forcément une bonne image. Donc, ce qui est combattu aujourd'hui, on le sent, hein, c'est vraiment le goût sucré, en fait. C'est quelle que soit la forme. Et ce qu'on a constaté dans les consommations de produits, c'est qu'au moment où il y a eu une taxe sur le sucre, qui s'est aussi appliquée aux produits avec édulcorants, on a vraiment eu un impact de baisse de consommation de produits light, y compris des produits comme les sodas. Au total, la consommation de soda diminue, alors que ça faisait qu'augmenter. Donc même si certaines de ces boissons ont intégré de la stevia, ça n'a pas très bien marché. Hein. Il y a une marque que je ne citerai pas qui a sorti un produit à base de stevia, qui était, comme le stevia, c'est très difficile à intégrer dans les compositions parce que c'est un goût amer, et donc qui était à moitié édulcoré, à moitié avec du sucre. Ça n'a pas fonctionné, ça a été retiré du marché. Donc le côté je mets un édulcorant qui est d'origine végétale mais qui a quand même un pouvoir sucrant, il y a eu un tel battage contre le côté goût sucré que finalement ça n'a pas une bonne image. Et Claude, si vous pouvez intervenir aussi sur cet aspect. Claude, on ne vous entend pas. Pardon. Oui, je crois que l'essentiel est dit. C'est-à-dire, dans le cas de la stevia, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup insisté à l'époque sur le fait, en effet, qu'il s'agissait d'une plante et que donc c'était naturel, parce que dans les représentations du naturel, le végétal est en général beaucoup plus souvent associé. Mais le problème, c'est que non seulement on a ajouté quelque chose, en l'occurrence à l'édulcorant, mais en plus on a ajouté quelque chose qui soi-même était diminué, c'est-à-dire qu'on l'avait transformé. Donc on ajoute un truc et en plus ce truc est transformé, ça n'est plus la plante essentielle. Je vous ai dit tout à l'heure que le sucre lui-même est considéré moins naturel quand il est plus raffiné. Donc quand vous enlevez quelque chose, vous dénaturez aussi. Vous dénaturez moins, mais vous dénaturez aussi. Donc il y a à la fois du plus et du moins dans ce produit. Il n'a pas, je crois, acquis un statut vraiment différent des autres. D'ailleurs, franchement, même quand vous proposez le mot édulcorant, il y a peut-être peut-être une de ces substances qui vient spontanément de temps en temps, c'est aspartame, mais à part ça, je n'ai pas trouvé dans les études qualitatives qu'on avait pu faire à différentes périodes que quelqu'un dans les interviewés, à part une compétence particulière, soit capable de citer spontanément la sulfame, les cyclamates, même la saccharine revient chez les plus âgés parce qu'il y a un souvenir de débat et de polémiques, disons, assez vives à une certaine époque, très précoce. C'était quelque chose qui était un petit peu précurseur, me semble-t-il. Très bien, merci beaucoup. Il y a plusieurs questions pour Joris qui concernent la notion de mélange. Donc vous avez mentionné effectivement que certains produits contiennent des mélanges de 2 à 3 substances agents sucrants. Quel est votre point de vue sur ces mélanges? Est-ce que
effectivement, ils sont pris en compte correctement du point de vue de la toxicité. Vous avez dit effectivement que ça permet de baisser les doses finalement, mais comment c'est considéré du point de vue du risque et de la toxicité? Oui, c'est une bonne question. Je pense que c'est une question qui peut être pertinente, mais une question pas facilement à répondre parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être tenir en compte dans la réponse. D'abord, c'est dans la toxicité des mélanges. Il faut naturellement aussi regarder le mode d'action. Naturellement, les produits doivent avoir le même mode d'action pour avoir une toxicité additionnelle. Deuxième chose, naturellement, il y a naturellement les édulcorants. On regarde dans le groupe, mais dans l'alimentation, c'est quand même une matrice assez complexe. Il y a beaucoup d'autres substances, comme d'autres additifs. Il y a naturellement aussi tous des nutriments, mais ils peuvent avoir aussi des contaminants. Et naturellement, tout ce mélange très complexe qui est l'alimentation, ce n'est quand même pas une question très simple à répondre dans ce genre de choses. Troisième chose, naturellement, c'est la question sur la sûreté, hein, la toxicité pour la population. C'est quand tu vois un peu les résultats des études d'ingestion, on voit bien que nous sommes quand même très loin de l'ADI. Hein, en général, pour l'ingestion des aspartame, acésulfate, sucralose, nous sommes à quelques pourcents et donc de ADI. Donc, c'est quand même, il y a quand même encore une marge assez grande de sûreté entre l'exposition actuelle et le ADI comme il a été établi par l'EFSA. Très bien, merci pour ces précisions. Une question peut-être qui concerne à la fois Pascal et Joris. Peut-on faire le lien entre les sociétés des édulcorants sont utilisées depuis plus longtemps et les problématiques de poids ou autres problématiques liées par exemple aux effets endocriniens ou des choses comme ça? Moi, je ne suis pas compétente sur le sujet. Joris peut-être. C'est une question aussi qui vient de ma compétence. En tout cas, pour les édulcorants, ils ne sont pas considérés en général comme des perturbateurs endocriniens. Ce sont d'autres types de substances. Donc, naturellement, sur l'effet de la surpoids et l'utilisation des édulcorants, je pense qu'il y a beaucoup de littérature là-dessus. Je ne suis pas spécialiste, mais il y a des littératures qui vont dans ce sens, et il y a des littératures qui vont dans un autre sens. Donc, je pense que nous ne sommes pas encore à la fin de cette discussion, mais peut-être il y a d'autres personnes qui savent mieux répondre que moi sur cette partie de la question. Oui, Béatrice, peut-être. Désolée, je me reconnecte juste pour vous dire que tout cela, cette question-là vraiment très importante, sera débattue lors de la 3e session de cette web-série le mardi 23 février. Donc là, on aura 3 présentations autour de cette question, est-ce qu'il y a des perturbations ou pas, quelles sont les conséquences sur le comportement alimentaire, sur le risque de prise de poids, sur la gestion du poids. Donc vraiment, ça sera la question centrale de notre 3e session le 23 février. Donc, je vous invite à venir vous connecter à cette web-série. Parfait, on aura des réponses à ces questions à ce moment-là. Une question pour Pascal. Est-ce que la tendance de consommation d'aspartame est représentative, selon vous, de la consommation de l'ensemble des édulcorants? Oui, tout à fait, en fait. Hein. On a travaillé sur l'aspartame parce que c'est celui qui pèse le plus. Donc ça, c'est les producteurs d'aliments qui le savent. Et donc, dans les types de produits qui en contiennent, c'est à peu près les mêmes que ceux qui contiennent de l'aspartame. Il n'y a pas d'édulcorants en dehors de la liste des chewing-gums, soda, etc. sur le marché. Et les édulcorants de table, c'est en grande majorité, c'est de l'aspartame qui est consommé. Très bien. Une autre question pour vous, Pascal. Est-ce que les glucides simples des fruits sont comptabilisés dans vos chiffres? Oui, bien sûr. Hein, j'étais un petit peu vite. Donc, c'est vraiment tous les glucides simples. Et quand les recommandations de l'ANSES aujourd'hui, elles demandent de regarder les glucides simples en dehors du lactose et des galactoses.
Et c'est vrai que s'il y a une augmentation de la consommation de glucides simples, c'est bien parce que, et c'est vraiment une inversion de tendance, c'est qu'il y a une hausse de consommation de fruits en ce moment parce qu'il y a un souhait de végétaliser son alimentation. Donc, à l'intérieur des glucides simples, totaux, on a les sucres, enfin les glucides simples qui proviennent et des produits laitiers et des fruits et de tous les autres produits. Ok. Une question peut-être plus pour Claude. Est-ce que les... alors attendez, je vais reformuler la question. La dissociation entre saveur sucrée et apport calorique mis en avant dans les aliments contenant les édulcorants participe-t-elle de la perception négative de ces agents sucrants? La dissociation, pardon, je n'ai pas compris. Alors, je répète. La dissociation entre saveur sucrée et apport calorique mis en avant pour les aliments contenant des édulcorants participe-t-elle de la perception négative de ces agents? Ces agents, c'est... Écoutez, de ce que je comprends de la question, c'est en gros dans les aliments qui contiennent effectivement des édulcorants, souvent le label qui va avec, c'est faible en calories, 0 calories, etc. Est-ce que ça va participer à l'image négative qu'ont les mangeurs des agents sucrants que sont les édulcorants? Écoutez, ça peut être, c'est quand même le bénéfice recherché pour ceux qui consomment essentiellement. Non, il y a une autre question qui est un petit peu connexe. On me dit la difficulté d'acceptation de la saveur sans la substance est-elle surmontable? Comment l'améliorer quand on considère que les édulcorants peuvent avoir un intérêt pour lutter contre l'obésité? Alors, évidemment, c'est ça le principal bénéfice recherché. Moi, j'ai l'impression que c'est un obstacle très, très difficile à surmonter quand précisément, il n'y a pas un objectif extrêmement précis, en l'occurrence, le contrôle ou la perte du poids ou la réduction des calories dans l'alimentation. Et ce qui est très important, j'ai parlé des biais cognitifs qu'on identifie aujourd'hui en psychologie cognitive. Alors, il y a un biais cognitif qui est particulièrement manifeste dans le domaine de l'alimentation et de la question des aliments transformés, parce qu'encore une fois, c'est la question de la transformation qui est absolument fondamentale, sur laquelle les données sont les plus solides. Et il y a un biais donc essentiel qui s'appelle l'essentialisation, c'est-à-dire que je vous ai raconté tout à l'heure que Paracels avait dit, ou j'ai oublié de le mentionner, c'est Paracels qui a énoncé ce principe, c'est la dose qui fait le poison. Et ce qui est très intéressant, c'est que la dose fait le poison, c'est une négation de l'idée ou de la façon de concevoir les aliments qui est fondamentalement essentialisée. Un aliment a une essence dans l'esprit des consommateurs, c'est-à-dire qu'il est en soi bon ou mauvais pour la santé, quelle que soit la dose d'une certaine manière. En tout cas, c'est quelque chose qui apparaît très très souvent dans les débats qu'on a au niveau grand public ou autre chose. Et donc, dans la question du sucre aujourd'hui, il est clair qu'il y a une essentialisation manifeste négative du sucre que confirment absolument les données de Pascal et leur évolution. Alors, est-ce que ça peut changer? Parce que ça, c'est une question passionnante, parce que jusqu'à présent, je ne vois pas comment ça peut changer. C'est des mécanismes absolument fondamentaux, archaïques, je ne sais pas comment. Mais, bon. Et pourtant, ça change. Et ça change de façon, quelquefois, accélérée, considérable. En tout cas, on va voir très vite si ça peut changer. Pourquoi? Parce que depuis maintenant très peu de temps, quelques années, et puis je dirais même en mois, il y a une prolifération de quelque chose qui s'appelle le food tech. Il y a la naissance de ce qu'on appelle une agriculture cellulaire ou une production alimentaire finalement complètement synthétique à partir de différents organismes, des algues, des bactéries ou autre chose, et où là, la transformation est absolument... Et puis, il y a des choses qui paraissent contradictoires. Par exemple, vous avez des champignonnières souterraines à Paris où on cultive le shiitake, ou bien où on produit des salades bio sur une culture hydroponique, ce qui paraît une contradiction dans les termes. Donc peut-être que très profondément,
nous sommes en train d'évoluer et de considérer comme acceptables des choses qui, jusque-là, ne l'étaient pas. Mais peut-être aussi que les résistances vont s'accélérer. Enfin, on est dans une période de crise, et dans une période de crise, vous savez comment c'est, on est sur une crête, ça peut tomber d'un côté, ça peut tomber de l'autre. À suivre. Alors justement, il y a une question un peu qui suit ce que vous venez de nous dire, c'est est-ce que la vente de certains édulcorants dans les magasins bio, comme l'exilitol ou les produits d'origine stevia, est propice au changement d'image et positif des édulcorants en général? J'avoue à ma grande honte que j'ignorais que ces produits étaient vendus dans ces circuits de distribution et qu'en l'absence d'informations et de données, je me sens absolument incapable de répondre à cette question. Mais la question est intéressante. Très bien. Une question précise, j'ai vu pour Pascal, que j'essaie de retrouver. C'était, bon, de mémoire, c'est existe-t-il des données d'exposition très récentes disponibles? Sur la France, à ma connaissance, non. En fait, pour arriver à faire le calcul qu'on a fait sur l'aspartame, c'est pas simple puisqu'il va avoir la réalité des compositions de tous les produits qui sont ingérés en France. Donc, il faut pouvoir, que les industriels fournissent en fait les compositions. Donc, pour y arriver, ça nous a pris du temps que sur l'aspartame. Donc, il faudrait refaire l'exercice en sachant que depuis 2013, on a des produits qui sont plus les mêmes sur le marché. Donc, c'est pas simple à produire. C'est comme quand on essaye de calculer la quantité d'huile de palme consommée. Ça prend un peu du temps. Donc, il n'y a pas de données qui sont présentes. Juste pour répondre à la question de tout à l'heure, je pense quand même que ce qu'on voit, parce qu'en regardant l'évolution de qu'est-ce qui est évité, quels sont les éléments qu'on essaye de moins manger, c'est quand même, quand c'est le mot sucre qui apparaît, si je mets la liste des produits, le premier produit que les gens veulent éviter aujourd'hui, c'est le soda. Il y a 10 ans, c'était la charcuterie. Donc, il y a quand même quelque chose qui est très marqué sur une inversion de tendance où c'est un peu haro sur le goût sucré, quoi. Donc, que ce soit un édulcorant ou un sucre, il y a un courant qui est très très fort sur cette question du sucre. Et donc, avant que ça s'inverse, on l'a vu sur le gras, ça a mis 30 ans avant qu'on inverse et qu'on arrête de dire que le gras n'était pas bon pour la santé. Oui, moi je peux renchérir là-dessus. Il y a très longtemps déjà qu'on voit émerger l'idée que c'est pas seulement la substance qu'il faut éviter, mais c'est aussi la saveur. C'est-à-dire qu'à la limite, il faut se priver du goût sucré. Et il y a 30 ans, oui, facilement, avec Matikiva, on avait des données sur une enquête nationale qui montrait que les parents considéraient que quand on grandissait, surtout pour les garçons, ça allait de pair avec une renonciation croissante aux douceurs et aux sucreries. C'est-à-dire que le caractère infantile d'une part et féminin d'autre part de la saveur sucrée était déjà très clairement énoncé. Tandis que maintenant, je pense que ces nuances sont peut-être un peu moins subtiles. Mais en fait, c'est la saveur elle-même qui est mise en cause dans une large mesure. Ok, moi j'avais une question pour Claude. Vous nous avez montré un graphique qui illustrait la perception du risque dans l'alimentation. Donc en premier lieu, c'était les agents chimiques ajoutés qui apparaissaient. Je voulais savoir si, donc ça j'imagine c'était sur une population adulte, je voulais savoir s'il y avait des données sur les populations des enfants notamment. On l'a vu, ils étaient particulièrement exposés aux édulcorants. Donc, Pas à ma connaissance, il y en a sans doute, mais j'avoue que ça ne me vient pas à l'esprit, non. En fait, il y a une chose qui est très frappante, c'est les différentiels d'attitude dans les différents pays, dans les différentes cultures, sur les édulcorants et les enfants, et la légitimité d'administrer ou pas des édulcorants aux enfants. Et je crois, là c'est plutôt pour Pascal, mais il me semble que, n'est-ce pas Pascal, on est beaucoup moins tolérant en France, en Italie,
en Espagne sur ces questions-là qu'on peut l'être dans des pays du nord de l'Europe ou encore une fois des pays anglo-saxons. Et je pense que c'est parce que, bon, enfin, il y a toute une histoire à raconter. Quelqu'un me pose une question sur les religions. Alors, je au passage, une dame me demande, je crois que c'est une dame, me demande si je peux donner des références sur les liens entre position religieuse et le sucre. Alors, je la renvoie au chapitre sucre dans mon vieux ouvrage d'omnivore, mais tout ça est traité en détail et toutes les références y sont. Alors, la question de peut-on donner des édulcorants aux enfants, c'est vraiment très, très marqué, très différencié. Et bon, ça serait intéressant d'essayer d'éclairer tout ça. Je crois que si je rentre dans les détails, ça va être trop long. Pascal, vous vouliez ajouter quelque chose sur ce point? Non, non, je pense que tout a été dit. Hein. Il y a vraiment, oui, une différence de perception. Il faut savoir que quand on compare les préférences des goûts des Français par rapport à d'autres cultures, en France, on préfère le goût salé. Hein. C'est-à-dire que c'est assez culturel hein, d'avoir refusé un peu le sucre. Et encore aujourd'hui, on est majoritaire à dire qu'est-ce que vous préférez, le sucré, le salé de la mer? La majorité, c'est salé. Il n'y a pas tellement de différence d'ailleurs. Les femmes ne préfèrent pas plus le sucre que les hommes. Et il n'y a pas de différence d'âge ni rien. Quoi. On est un des pays où on consomme le moins de sucre dans le café, par exemple. Hein. Il suffit de regarder les distributeurs. En France, par défaut, vous n'avez pas de café dans votre sucre. Et dans tous les autres pays, vous avez du sucre dans le café. D'accord. Et ça fait partie des spécificités. Les spécificités françaises, on mange très peu entre les repas comparé aux autres pays, on mange à heure fixe, on a l'un des plus bas taux de consommation des sodas sucrés, enfin bon, il y a toute une série de choses comme ça, et puis surtout on a des usages très très précis qui sont réservés aux différentes saveurs, aux différents types d'aliments. Et il y a déjà en 99, ça fait donc 22 ans, avec Paul Rosine, on avait fait une étude comparative où on avait notamment des Américains et des Français. Et on avait toute une batterie de questions sur le modèle. Voici trois noms, dites-nous les deux qui vont le mieux ensemble. Alors il y avait par exemple gâteau au chocolat, anniversaire, culpabilité. Et les Français avaient massivement répondu gâteau au chocolat anniversaire, les Américains gâteau au chocolat culpabilité. Donc le rapport au sucré, c'est pas que les Français sont plus culpabilisants sur le sucre ou sur autre chose que les autres, mais c'est surtout qu'ils réservent à des usages extrêmement précis et socialement définis. Le fait d'aller voir quelqu'un à l'hôpital, le fait de fêter quelque chose, le fait de faire un cadeau, tout ça, c'est des usages, et par-dessus tout, le dessert. Le sucré en dehors du dessert, il n'est pas légitime dans la majorité des cas. Alors, je vous propose de prendre une dernière question, la dernière qui est arrivée dans l'onglet questions. Pouvez-vous développer le point encore précédent? C'est la saveur qui est le problème. J'ai bien compris que la dissociation entre saveur et substance est un problème, mais pas la saveur en soi. Vous référez-vous à la perception qu'on est addictif au sucre? Alors, l'accusation d'addiction n'est qu'une des multiples accusations attribuées au sucre, mais à la substance. Mais si je dis qu'on s'adresse maintenant, on met en cause de plus en plus la saveur indépendamment même de la substance, c'est que la saveur a été contaminée par la substance, la mauvaise image de la substance probablement, mais c'est aussi parce que historiquement, culturellement, etc., le sucre était associé indissolublement, d'une certaine manière, à l'enfance et à la féminité. Et donc, dans le processus de maturation, si vous voulez, et puis dans le fait aussi, compte tenu du fait que la société change considérablement et que les rôles genrés, comme on dit maintenant, sont plus du tout les mêmes ou de moins en moins les mêmes de ce qu'ils étaient il y a quelque temps. Tout ça est un petit peu remis en cause, mais en fin de compte, l'idée que le sucre est mauvais, le sucre est lié à la saveur sucrée, ben, ma foi, il faut renoncer au sucre, mais en fait, la réalité, c'est que depuis longtemps, il faut renoncer à la saveur sucrée aussi, puisque on est un adulte et un adulte responsable désormais beaucoup plus
de son environnement, de la planète, du maintien des écosystèmes et de sa propre santé, eh bien, il est capable de renoncer à ce qui est l'essence, la saveur, c'est l'essence de ce produit qu'on a mis en cause de plus en plus violemment, comme le montrent les données de Pascal et d'autres données. Très bien, merci beaucoup. Nous arrivons effectivement au bout de nos 20 minutes consacrées au débat. On est un petit peu en retard, mais ça va, c'est raisonnable, dans le quart d'heure, acceptable, j'allais dire. Donc, au nom de toutes les personnes qui ont participé, je remercie très chaleureusement nos 3 intervenants d'aujourd'hui pour à la fois leur présentation très éclairante et les réponses qu'ils ont pu donner aux différentes questions posées dans le chat. Donc, merci beaucoup. Et puis, peut-être je repasse la parole à Béatrice qui nous annonce peut-être le prochain volet de la web-série. Oui, alors merci beaucoup à Thierry, merci à tous. Vraiment, c'était passionnant de vous écouter. J'ai pris énormément de notes et surtout, j'ai essayé de réfléchir justement à cette représentation du sucre, de sa saveur et de sa substance. Donc vraiment, merci beaucoup pour ce débat très éclairant. Donc la suite du débat aura lieu le mardi 16 février, de nouveau à 10h. Rendez-vous toujours à la même heure pour discuter justement de que la représentation du sucre, comment est-ce qu'on perçoit le goût, comment est-ce qu'on l'intègre, est-ce qu'il y a des notions d'addiction autour de ce goût sucré, avec une rentrée en matière dans la physiologie du cerveau. Voilà, cette prochaine session s'annonce aussi passionnante et vraiment complémentaire avec les premières notions discutées aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à tous. Et puis, rendez-vous le 16 février à 10h. Très bonne journée et je crois aussi bon appétit. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir Merci à tous. Thierry. Au revoir à tous. Au revoir.